Commençons par les institutions. Alors, est-ce qu'il est possible de... est-ce qu'une fois qu'on a dit démocratie ou autocratie, on a tout dit? Et c'est tout, on a fixé les institutions, entre guillemets, c'est une démocratie ou pas, c'est décentralisé ou ça l'est pas, et on a dit ce qu'il fallait dire. Alors ça me paraît faux dans les deux sens, c'est-à-dire une fois on peut parler de, on peut avoir des même à l'intérieur d'autocratie, il y a des différences, il y a de l'évolution possible dans les marges qui peuvent être le ferment peut-être de différences plus larges dans le passé, dans le futur. Par exemple, la Chine, l'Indonésie, le Brésil, le Mexique, et même le Yémen et l'Arabie Saoudite dont on parle aujourd'hui, qui ne sont pas des pays démocratiques, ont introduit une certaine dose de démocratie très limitée, très locale, etc., à l'intérieur d'un système qui, par ailleurs, n'est pas démocratique. Est-ce que ce sont complètement des choses de façade? Est-ce que ça n'a aucun effet en réalité? On peut le regarder, puisqu'on peut regarder si ces endroits qui ont eu droit à une dose de démocratie sont gérés de manière différente que d'autres qui ne le sont pas. Et il y a une étude intéressante de Nancy Chen et Gérard Padro y Miguel qui étudie l'introduction de la démocratie d'élection en Chine. Elle s'est faite progressivement, et donc on peut regarder comment les politiques ont changé dans les régions qui ont commencé à élire leurs dirigeants par rapport aux régions qui ont continué à avoir des dirigeants nommés. Et ce qu'ils trouvent, c'est que bien que les élections aient été extrêmement imparfaites, souvent les élections sont des élections qui sont parmi les gens qui sont déjà choisis par le parti, etc. Le vote n'est pas toujours mené, en général pas anonyme, etc. Donc c'est des élections qui sont extrêmement imparfaites. Et même ces élections extrêmement imparfaites font une différence, dans le sens où les politiques suivies localement, qui sont importantes, parce que c'est la politique de l'enfant unique, l'application de la politique de l'enfant unique, les politiques de taxation et locale, ça va revenir, et la distribution des terres, les politiques qui sont suivies donc localement par les dirigeants qui sont élus, sont différentes et sont plus en faveur du voteur médian, c'est-à-dire plus favorable aux villageois dans les endroits, dans les régions où les dirigeants sont élus que dans celles où ils sont nommés. Autre exemple de possibilité de progresser dans des régimes par ailleurs tout à fait imparfaits, l'Indonésie. L'Indonésie est un des pays les plus corrompus du monde. Voilà. L'Indonésie est l'un des pays les plus corrompus du monde. Je crois que l'indice est 120e sur 160 pays au classement de Transparency International. Donc on pourrait dire, oui, on ne peut rien faire pour lutter contre la corruption, puisque à l'intérieur de ce système. Alors, il y a une étude donc, de Ben Olken qui est sur la corruption pour les ouvrages, la construction de routes localement, qui menace les constructeurs de routes d'audit. Mais l'audit, il est réalisé par qui? Il est réalisé par les mêmes auditeurs corrompus du gouvernement indonésien. Donc il y avait une possibilité de dire ça n'aura aucun effet parce qu'on ne fait que remonter la corruption d'un étage. Or, il se trouve que ça réduit le vol de matériaux et les fausses factures sur les routes de 27% à 18%, ce qui est une baisse importante. Donc on arrive à faire des progrès qui ne sont pas des progrès, qui sont des progrès à la marge, mais qui ne sont pas des progrès marginaux, en changeant les institutions, même à l'intérieur des systèmes imparfaits. Peut-être plus important encore, pour ce qui nous concerne, c'est la marge de manœuvre énorme qu'il y a à l'intérieur d'institutions qui sont en principe de bonnes institutions, qui sont en principe des institutions animées de bonnes intentions. Et la différence ici, c'est que les institutions en lettres capitales sont juste un cadre extrêmement général. Après, elles s'incarnent sur le terrain, elles s'incarnent en pratique avec un certain nombre de règles qui sont des règles très particulières, très spécifiques, qui sont, par exemple, on parle de droit de propriété.
le droit de propriété s'incarne de manière très différente d'un pays à l'autre. Pour les élections, c'est pareil, on peut parler de démocratie, mais en pratique, la démocratie, elle s'incarne sous la forme de qui a le droit de se présenter, qui a le droit de voter, comment le vote est organisé, etc. Et ces règles, qui paraissent des points de détail par rapport au contexte général de la démocratie, peuvent en fait avoir des effets extrêmement importants. Je vais vous donner juste un exemple, qui est l'exemple du Brésil. Le Brésil, aujourd'hui, est, comme vous le savez tous, une démocratie qui est, qui est en faveur des pauvres. Et néanmoins, jusqu'à très récemment, le système de vote au Brésil était extrêmement anti-pauvre. Alors pourquoi il était extrêmement anti-pauvre? Parce que ça ressemblait, c'est un bulletin de vote. La démocratie au Brésil est très riche, donc il y a énormément de gens qui veulent être candidats. Il peut y avoir des centaines de candidats dans une circonscription. Alors déjà, pour se demander peut-être qu'il pourrait y avoir des règles pour qu'il y ait moins de candidats, mais en l'occurrence c'est comme ça. Il y a une centaine de candidats par circonscription. Ce qui signifie que si vous voulez, ici, vous devez voter pour deux choses, pour un préfet et pour un vereador. Je ne sais pas bien ce que c'est qu'un vereador. Pour le préfet, il suffit, vous devez cocher lequel vous voulez. Mais pour le vereador, il faut que vous écriviez le nom du candidat ou son numéro dans une grande liste de candidats qui vous est donnée par ailleurs. Le vote est obligatoire au Brésil, donc tout le monde vote. Mais ce type de bulletin conduit à tellement d'erreurs que jusqu'à 11% des votes sont considérés comme invalides. Maintenant, une partie de ces votes sont invalides, peut-être parce que les gens ont voulu voter blanc, mais on pouvait penser qu'une raison pour laquelle ces votes étaient invalides, c'est parce que les gens n'avaient pas réussi à voter. Une réforme a eu lieu au Brésil, pas pour régler ces votes invalides, mais parce que le Brésil est un très grand pays et ils voulaient pouvoir compter les votes plus rapidement, donc ils ont introduit le vote électronique. Et la manière dont ils l'ont fait, c'est d'introduire dans chaque station de vote une petite machine comme ça. Et maintenant, les gens doivent taper le code de la personne pour qui ils veulent voter. Et quand ils tapent un code, la photo du candidat et son nom s'affichent. Donc vous pouvez vérifier que c'est effectivement la personne pour laquelle vous vouliez voter. Et si vous tapez un code invalide, ça dit invalide. Et donc vous pouvez corriger votre vote. Donc ça rend les choses plus simples. Et la réforme a été appliquée par phase. Dans une première phase, seules les villes assez grandes ont appliqué la réforme. Puis dans une deuxième phase, tout le monde a appliqué la réforme. Donc il y a un étudiant de University of British Columbia qui était sur le marché cette année, qui a regardé l'effet de cette réforme. En regardant ce qui se passe avant et après la réforme dans les petites villes et dans les grandes villes. Et si vous regardez donc la limite pour la première application de la réforme, c'était 40 000 voteurs dans la circonscription, 40 000 électeurs dans la circonscription. Et donc ce qu'on voit, c'est on a d'abord le nombre de votes valides avant, en fonction de la taille de la circonscription. Et donc vous voyez qu'on a à peu près 65% de votes valides dans ces circonscriptions-là. Et puis après, ça c'est l'élection de 94 en noir, puis l'élection de 98 où les grandes villes ont été impliquées en bleu, et ensuite l'élection de 2002 où tout le monde a été impliqué en rouge. Et on voit très très clairement ce qui se passe, c'est qu'en 94, les villes bleues sont exactement à 40 000, on a beaucoup plus de votes valides, et en 2002, on repasse maintenant à les autres circonscriptions qui étaient en retard augmentent aussi leur nombre de votes valides au même niveau. Et donc, ce qu'il en conclut, pour ce qui est des votes valides, c'est que on a eu un effet très important sur sur l'augmentation des votes valides, et que ces votes valides avaient tendance à venir des plus pauvres, parce qu'on a plus d'augmentation de votes valides dans les endroits où les gens sont éduqués, dans les endroits où sont moins éduqués, sont plus pauvres, etc. Ça a un effet sur les candidats, puisque les candidats qui sont élus, on a plus de candidats élus qui viennent eux-mêmes, qui représentent eux-mêmes des circonscriptions ou des idées, par exemple de gauche ou populaires.
Et ça a un effet finalement sur les choix de politique économique, puisque dans les circonscriptions où on voit ce genre de choses arriver, on a plus de dépenses de santé qui sont, comme la santé publique est extrêmement favorable aux pauvres, puisque les riches essentiellement utilisent des secteurs de santé privés. Donc c'est un exemple simplement pour montrer la marge de manœuvre possible. Il n'y a pas de grande conspiration au Brésil contre les pauvres. Il y avait juste un système qui ne fonctionnait pas bien et qu'on peut améliorer, et ça a des conséquences claires sur les prises de décision. Donc on peut étudier le fonctionnement de ces systèmes de manière tout aussi détaillée et précise qu'on peut étudier le fonctionnement de l'éducation, le fonctionnement de la santé, etc. Autre exemple qui est un petit peu au milieu des institutions, des mauvaises institutions qu'on peut améliorer, ou des institutions en principe bénévolantes qu'on peut améliorer également, c'est la question du vote. C'est la question du vote ethnique. Une partie du pessimisme que beaucoup d'observateurs du Nord ont au sujet de la démocratie dans les pays africains, c'est que ce n'est pas une vraie démocratie, parce que c'est une démocratie qui est ethnique, que les gens votent pour leur tribu, etc., etc. Effectivement, on voit que c'est de fait le cas. Il y a deux études de Leonard van Schaeken dont je voudrais parler, qui illustrent deux aspects complètement différents de ce problème. Le premier, c'est que de fait, le vote ethnique est là. Dans une première expérience qu'il a réalisée au Bénin, il y a une dizaine d'années, Van Schaeken était lui-même du Bénin, et c'est un professeur de sciences politiques à NYU. Mais avant cela, c'était un étudiant activiste au Bénin qui avait lutté contre l'autocratie qui existait avant et qui a donc participé à la transition démocratique. Donc il connaît tout le monde au Bénin, de tous les partis. Et donc il avait réussi à les convaincre à réaliser cette petite expérience qui est d'aller dans certaines circonscriptions généralement assez sûres, de choisir quelques villages dans ces circonscriptions pour présenter deux discours différents pendant les meetings électoraux. Discours 1, donc dans quelques villages choisis au hasard, nous sommes les porte-paroles de Sakalafia qui se présente aux élections du 3 mars. Comme vous le savez, Saka est le seul candidat Bariba et le premier depuis 1960. Saka se présente car la région du Nord-Est est sous-développée, taux d'alphabétisme faible, infrastructures et centres de santé très pauvres, etc. S'il est élu, il représentera les intérêts de la région de Borgou-Aligari en construisant des écoles, des hôpitaux et des routes, et surtout en engageant des Bariba dans l'administration. Donc un discours un petit peu caricatural, clientéliste. Dans d'autres villages choisis au hasard dans la même circonscription, nous sommes les paroles de Sakalafia, USD, notre parti défend la démocratie et la solidarité nationale. Saka se présente comme le candidat de l'opposition. S'il est élu, il engagera une réforme nationale du système d'éducation et de santé publique qui mettra l'accent sur la construction d'écoles et d'hôpitaux et sur les campagnes de vaccination. En accord avec d'autres leaders de l'opposition, nous lutterons contre la corruption et pour la paix entre tous les groupes ethniques et toutes les régions du Bénin. Donc le discours caricatural d'unité nationale. Et qu'est-ce qui gagne ? Eh bien, malheureusement, c'est effectivement le discours clientéliste qui remporte. Donc tous ces discours ont eu lieu dans des circonscriptions assez sûres, donc c'est la fraction de voix qui va au candidat est élevée, mais elle est de 80% dans le cas du discours clientéliste et 60% dans le cas du discours général. Donc est-ce qu'il y a de quoi être extrêmement déprimé quand on voit ce genre de choses ? Pas forcément. Parce que c'est un état de fait, ça nous parle du niveau, mais ça nous dit pas si c'est quelque chose qui peut être changé. Est-ce que c'est le résultat de forces puissantes et difficiles à bouger, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir ?